Ah. Le mouvement des femmes ivoiriennes Rhône-Alpes. En deuxième position, on a Madame Alokon Rachel. Et puis, ce qui suit, c'est Monsieur Lopoa Bi, qui fait partie des résistants ivoiriens à Lyon. Et là, nous avons Monsieur Emmanuel Capella, qui est le vice-président de l'association pour bâtir le Congo. Et à ma gauche, on a Emmanuel Capella, qui est le président de l'ABC. Emmanuel Nkanou. Emmanuel Nkanou. Voilà, j'ai voulu dire c'est les voilà. frères. Emmanuel Capella, Emmanuel Nkanou. Excusez-moi les lapsus. Voilà. Donc la communauté africaine des Lions s'est réunie toujours pour les combats, pour la libération de l'Afrique. On constate que la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo ont une même histoire qui se ressemble. C'est-à-dire il y a des présidents qui s'imposent par les armes, soutenus par la communauté internationale. On va donner quand même la parole à Madame Berthollet Monique, qui puisse nous présenter leur association. Madame, vous avez la parole. Voilà, je vous remercie. Je suis Monique Berthelot, présidente du mouvement MFIRA, le mouvement des femmes ivoiriennes du Rhône-Alpes. Cette association existe depuis juin 2010. Voilà, nous l'avons montée pour soutenir un candidat qui est le président Laurent Gbagbo, qui a gagné les élections et qui a subi un coup d'État. Et aujourd'hui, il est à La Haye. À partir du moment où après le coup d'État, il a été arrêté le président, le mouvement s'est transformé en résistance. Donc nous sommes les résistantes. Voilà. En gros, le mouvement MFIRA veut initier la communauté ivoirienne, les femmes ivoiriennes de Lyon, à lutter pour leur président Laurent Gbagbo. En 2011, après les élections, en 2010, après la victoire du président Laurent Gbagbo, les femmes ivoiriennes de Lyon ayant atteint leur but, après la campagne et tout ce que vous voulez, nous avons monté une association pour aller en aide aux petites ivoiriennes, aux petites africaines sur le continent qui se font inciser voilà, par les parents de force. Donc, cette association est devenue, le mouvement est devenu une association pour aider ces petites qui, malgré elles, qui subissent des mutilations. Bon, par rapport à ça, nous avons eu beaucoup de contacts. Nous sommes allés dans les mairies pour exposer un peu ce qui se fait sur ce continent malgré les enfants à le bas âge. Aujourd'hui, il y a une grosse injustice que l'Afrique subit. Il y a une injustice qui se subit en Côte d'Ivoire et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes revenus à la campagne qui avait été, que nous avons sur soi. La campagne que nous avons sur soi. La campagne que nous avons sur soi. Nous sommes revenus à dire non à certaines injustices que subissent nos confrères en Côte d'Ivoire. Le mouvement MFIRA dans le Rhône-Alpes existe. Le mouvement MFIRA existe dans le Rhône-Alpes. Nous demandons à toutes les Ivoiriennes qui sont dans le Rhône-Alpes de s'inscrire au mouvement MFIRA pour combattre pour la même. Pour combattre l'injustice que depuis toujours nous subissons depuis les années 2010 en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce que la communauté ivoirienne en Rhône-Alpes en particulier, puis en Europe en général, est mobilisée pour sa cause?
Le président Gbagbo, après son arrestation, était à Korogo. Il y a eu une forte mobilisation. Nous avons beaucoup marché. Je dirais notamment le 2 juillet 2011, Lyon a même fait 2 cars pour aller à Paris. Nous avons marché avec des frais. Il y avait du monde, un peu plus de 10 000 personnes. Mais à partir du moment où des personnes arrêtent de travailler pour marcher pour une cause et que les médias ne font même pas signe de vie, ça a démobilisé beaucoup de personnes. Des hommes et des femmes sont sur les routes pour dénoncer beaucoup d'injustices que subissent nos frères ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et aucun média, aucune télé, quand le président Gbagbo était au pouvoir, et Gbagbo le dictateur, et Gbagbo a tué. Aujourd'hui, on ne voit rien. Il y a des marches, il y a des tueries qui se passent en Côte d'Ivoire. Nous dénonçons ça tous les jours. Nous ne voyons personne. Je pense que ça fait un peu partie de la démobilisation. Les Ivoiriens, on ne les voit plus massivement, mais le combat est là. Parce qu'à partir du moment où les Ivoiriens savent que leur président est à La Haye, ils sont présents. Des fois dans le cas, ils sont présents, mais ils ne sont plus trop sur les routes comme on le constate. Voilà, ils sont plus sur le terrain. Et c'est pour ça que je lance un appel solennel. Le président n'est pas encore libre. La Côte d'Ivoire n'est pas libre. L'Afrique n'est pas libre. Après la marche que nous avions organisée, le MFIRA a organisé, le mouvement MFIRA a organisé la dernière fois à Lyon, nous avons contacté des frères qui sont aussi sur les routes comme nous pour dénoncer certaines injustices de leur pays, pour dire qu'il faut que nous travaillions en symbiose. D'où aujourd'hui ma présence dans cette salle en face du président de l'association. Emmanuel Nkano de l'association ABC. Emmanuel Nkano de l'association ABC. Comment l'association pour bâtir le Congo. Mais Madame Berthelot, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui pousse les Ivoiriens à ne pas être mobilisés, sont démobilisés? Est-ce qu'il y a des causes qui les poussent à être démobilisés alors que tout le monde sait que c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections? Il y a des pressions extérieures, il y a des menaces. Qu'est-ce qui fait que les Ivoiriens ne sont pas mobilisés? Je dirais pour ma part que le président, les Ivoiriens ne sont pas mobilisés. C'est une question d'argent aussi. Voilà, pour voyager, pour aller par exemple à La Haye, on prend des cars. Les cars sont très chers, l'argent vient de nos poches, donc il y a ça. Et puis de l'autre côté, il y a le fait aussi que les médias, ces lobbies médiatiques là, qui ne font même pas signe, qui ne font même pas cas de ce qui se passe autour de nous, peut les démobiliser. Madame Berthelot, on comprend bien, les médias, aujourd'hui, on a quand même une force, on a Internet, nous pouvons faire notre média personnellement, sans compter sur les médias occidentaux, parce que les médias occidentaux, ce sont les Occidentaux qui placent nos chefs d'État en tête du pouvoir. On a la certitude que si Gbagbo Laurent n'est pas président de la République de la Côte d'Ivoire, c'est les Occidentaux qui ont fait qu'il ne puisse pas être là. Monsieur Emmanuel Nkano qui est à côté de moi, on a vu Gbagbo Laurent à La Haye parce qu'on a été voir Jean-Pierre Bemba. Donc, monsieur Laurent Gbagbo est passé à côté de nous. Il nous a salués, on a discuté avec lui quelques minutes. Et puis, monsieur Emmanuel Nkano est bien placé pour nous parler de Gbagbo Laurent parce que ce fut un des nôtres à Lyon. Monsieur Emmanuel Nkano. Je commencerai d'abord par dire à Madame Berthelot, comme quoi qu'elle a parlé des démobilisations des Ivoiriens. Elle a fait un appel aux Ivoiriens pour qu'ils puissent les rejoindre dans leur lutte, mais il fallait qu'elle donne d'abord les coordonnées où elle peut être contactée, quoi. Donc je donne l'occasion avant de prendre la parole sur ces sujets. Voilà, donc je vais donner mon numéro de téléphone. Et puis en ce qui concerne les mails et Facebook, je vais les noter tout à l'heure.
Comme ça, si après l'émission, si vous pouvez mettre ça même en bas de l'émission, ça sera. Donc mon numéro c'est le 06 14 16 62 02. Je reprends 06 14 16 62 02. Je suis joignable à toute heure. C'est vrai qu'à part les heures de travail, mais je consulte toujours mon numéro de téléphone pour voir si j'ai un coup de fil. Si on m'a appelé, je réponds tout de suite. En ce qui concerne le mail, le Facebook, le site internet du Mouvement des femmes, tout ceci sera donné à M. Manuel, comme tout à l'heure. Donc on a parlé de beaucoup de choses ce soir. On a eu nos amis de la Côte d'Ivoire, nos amis de la RDC, plusieurs associations, plusieurs partis politiques qui sont intervenus aujourd'hui. On a fait qu'on va commencer par la RDC. La RDC, actuellement, a la même histoire que la Côte d'Ivoire. La politique, les deux présidents qui ont été élus, on va parler de Etienne Tshisekedi qui a été élu démocratiquement, dont les élections ont été biaisées, et Laurent Gbagbo qui a été élu démocratiquement aussi, donc les élections ont été biaisées. Bon, on va en passer. Et il faut qu'on passe à l'avenir. Aujourd'hui, l'actualité africaine est secouée par le Mali. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous parler actuellement, parce qu'on voit la France qui s'avance. Aujourd'hui, il y a un hélicoptère français qui a été abattu, un pilote français qui a été abattu, alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a la guerre, personne n'en parle. En République démocratique du Congo, la guerre est toujours là avec les 23 personnes en parlent. Parler du Mali, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis de la Côte d'Ivoire et beaucoup plus parce que je suis africain. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu comment l'Occident a attaqué Kadhafi. Et je crois que c'est le juste retour de l'histoire qui s'est passée en Libye qui se perpétue au Mali. Chaque fois qu'on se retrouve dans des situations de guerre comme ça, on trouve toujours à incriminer ou à diaboliser celui qui est en face. Où il est rebelle, quand on l'affute de rebelle, déjà c'est un beau nom, mais quand c'est pas un rebelle, c'est un terroriste. C'est un terroriste, c'est un pouvoir assassin, c'est un pouvoir, je ne sais comment, c'est ce qu'on dit. Mais on a oublié complètement quand la France va faire la guerre au Mali, que pendant que la Libye était sous le contrôle de Kadhafi, la France a déversé des armes dans le sud Libye, justement pour pouvoir renverser le régime de Kadhafi. Ces armes-là ont été récupérées par des gens qui se retrouvaient à ces endroits. Ces armes sont là. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, en dépit de ça, il y a des points stratégiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a le Niger qui est à côté, il y a le Tchad qui est de l'autre côté, il y a le Mali, il y a le Mali même qui est là, qui est pratiquement, il ne faut pas oublier des entreprises comme Areva, ici, qui sont le fleuron de la France. Et si la France est là-bas, c'est tout juste pour défendre ses intérêts. Tout à fait. Les présidents qui ont participé à la destitution, à la déstabilisation de l'Afrique aujourd'hui s'en veulent. Parce qu'on se retrouve pratiquement dans les présidents africains, quand bien même ils sont nécessiteux au point d'aller chercher à s'enrichir sur le dos des Africains, des autres, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils ne vont pas pouvoir continuer comme ça. Et la France est obligée d'aller jouer le gendarme. Bon, je vais laisser la parole peut-être à mon jeune frère Emmanuel. Oui, Emmanuel, donc on voit que la même histoire se répète. On a les mêmes cas au Mali, on a les mêmes cas en RDC, et puis on a au même cas en République centrafricaine. Bozizé, aujourd'hui, il a pris le pouvoir par les armes. Donc Jean-Pierre Bemba était dans l'opposition, donc il avait soutenu le président en place, Félix Tassé, qui était au pouvoir, il avait soutenu, et Bozizé était dans la rébellion. Donc Bozizé a pris le pouvoir. Aujourd'hui, Bozizé, il est en poste et il est menacé par la rébellion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Bon, je vous remercie pour
prise de parole. Mais je crois que ça fait l'ensemble, ces trois États ont en commun, je pense, de ne pas être pauvres. De toute manière, c'est les pays qui sont nantis par la nature, qui font l'objet de beaucoup de soubresauts. Donc je pense que je crois comprendre que ce qui se passe avec la rébellion Séléka en Centrafrique, je pense qu'il y a une sorte de redéfinition, de redistribution de nouveaux types de contrats liés aux ressources naturelles. Pourquoi? Parce que simplement la rébellion du Séléka, ça fait 1 an, elle est dans cette partie de la RDC, dans cette partie de la RCA, mais subitement elle a grandi, elle a gagné dans l'épaisseur. Mais en même temps, il y a des informations concordantes laissent entendre que derrière les lignes de la Séléka, il y a des entreprises sans doute de grande puissance qui sont en train de faire l'extraction minière. Donc on voit très bien que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, ce qui importe, c'est que ces projections de forces occidentales, c'est de bonne guerre sans doute, je n'en sais rien, mais ces projections de forces occidentales sont là pour assurer en tout cas les intérêts vitaux de ces États. Au nord Mali, ce qui se passe, c'est ce qu'a dit Ankoué, c'est très net. C'est-à-dire que 6 mois déjà avant l'intervention de l'OTAN au nord de la Libye, en Libye déjà, il y a une série d'informations concordantes qui laissent entendre que les services secrets français étaient en train d'armer les irrédentistes de Benghazi. Donc c'est ce qu'il a dit tantôt, c'est-à-dire que c'est les armes qui ont alimenté ce conflit, qui ont ressurgi finalement du côté de la Libye, du côté du Mali, du nord Mali par exemple. Donc, mais au nord Mali, je crois qu'il y a une question fondamentale. Si les MNLA a programmé l'indépendance, ce n'est pas pour vivre sur des pieds. Je pense que c'était tout net. Il doit y avoir quelque chose dans les sous-sols. Il n'y a pas de raison que l'uranium soit du côté du Niger et qu'il n'y ait pas au nord Mali. Et que d'une part, si le MNLA, même s'ils ont été défaits par la force des choses, même si le MNLA a pu déclarer l'indépendance de l'Azawad, c'est bien, ils ne vont pas vivre de pierre ou bien d'eau fraîche, il n'y a même pas de l'eau là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Dans les sous-sols, ils ont les pétrole. Il y a quelque chose probablement là-bas, et je pense que c'est la conquête aujourd'hui qui est menée par la France. Il s'agit de s'ancrer, de s'enquister, je pense, pour les unités françaises, de s'enquister dans le nord Mali. Je pense que c'est ce qui inquiète aussi l'Algérie d'ailleurs. Donc je pense que je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est des activités militaires menées par certaines puissances juste pour prendre le contrôle de certaines ressources. Ok, merci beaucoup. On va quand même passer à la RDC. Donc je me tourne autour du président Emmanuel Nkanou. S'il peut nous parler quand même de leaders politiques que la RDC a connus. On entend parler de Ngwanda, on entend parler de Tshisekedi, on entend parler de l'actuel président, soi-disant Kanambe, que tout le monde appelle Kabila, et puis du feu Papa Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces 4 personnalités quand même qui sont présidents? Parce que je parle de ces 4 personnalités qui font l'actualité quand même du pays. Ngwanda, Tshisekedi, Kanambe, Kabila, si on peut rajouter en dernier lieu Jean-Pierre Bemba. Eh bien, merci pour la parole. Et quand tu me parles, je cite des noms, si vous citez des noms comme ça, vous parlez de Ngwanda, pour moi c'est un grand monsieur. Donc je dirais même c'est mon professeur dans la politique. Celui qui m'a donné goût pour faire de la politique. Voilà. Quand on parle de Tshisekedi, c'est le dinosaure de la politique congolaise. C'est un monsieur qui doit être respecté par tous les combattants déjà dans ces combats. C'est de respecter les anciens. On est dans tout, donc nous devons savoir que ces gens du style, si je cite des noms comme Tshisekedi, c'est presque, il peut être notre papa, donc on lui doit d'abord du respect. Ne regardons pas surtout nos leaders ou les gens qui ont fait de la politique en Afrique ou au Congo. Il ne faut pas surtout regarder leurs défauts, il faut regarder aussi leurs qualités. On me cite le nom de Tshisekedi, je sais que c'est le mammouth de la politique congolaise. Kanambe, quand on me cite le nom Kanambe, pour moi, je cite Armand Tungulu, je cite Chebea. Donc, voilà. Bon, voilà. Président, on va quand même donner une définition à certains présidents quand même qui ont dirigé ce pays. Quand je vous dis Joseph Kasavubu, qu'est-ce que ça vous inspire pour vous? Juste donnez-moi un vocabulaire. Honnêteté. Honnêteté pour vous, pour Kasavubu. Honnêteté. C'était le premier président
élu démocratiquement en République démocratique du Congo. Le deuxième qui a fait le coup d'État, qu'on a connu pendant des décennies, c'est Joseph Désiré Mobutu. Tout le monde parle de Mobutu, dictateur, tout ça. On parle souvent de ce qu'il n'a pas fait, de son mauvais côté. Je viens de le dire, je parle des qualités des gens. Pour moi, Mobutu, il nous a unis. Donc l'unité, avec Mobutu, je dirais l'unité. Donc, Kasavubu, honnêteté, Mobutu, unité. Et quand on parle de Patrice Emery Lumumba? Patrice Emery Lumumba, je dirais patriotisme. 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 C'est avec le patriotisme de Lumumba que nous avançons, même avec Jean-Pierre Bemba. Quand je suis allé le voir, il nous a dit il faut continuer le combat de Lumumba. Donc, patriotisme. D'accord. Ok. Donc, ça, c'était ce qu'on peut dire les trois premiers grands hommes politiques qu'on a connus en RDC. Et après ça, il y a eu Laurent Désiré Kabila, le père, Mouzé. Qu'est-ce que Mouzé Kabila vous inspire? Pour moi, Mouzé Kabila, c'est la rigueur. Il est venu dans un laps de temps, il a remis de l'ordre en RDC. Donc, je dirais la rigueur. Aujourd'hui, si je cite je prends l'ordre à laquelle vous m'avez cité des noms, et je prends le mot qui vient en face, j'ai dit l'honnêteté pour trouver la solution au Congo. Honnêteté à Kasavubu. De Kasavubu, on prend l'unité de Mobutu, on prend le patriotisme de Lumumba, et plus la rigueur de Laurent Désiré Kabila. Un leader vient, il met tout ça en place, avec surtout nous, nous comptons construire ces pays, avec une touche qu'on a appris ici en Europe. Je crois que nous pouvons trouver la solution pour la RDC. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, dans tout ça, est-il une solution, par exemple, pour le pays? Jean-Pierre Bemba, c'est une solution pour le pays, parce que c'est un leader fort que nous avons besoin actuellement, et qui devait, normalement, s'il était dehors, il y a tant de solutions qui devaient déjà être trouvées pour le Congo. Et Emmanuel Capella... J'aimerais ajouter quelque chose à la suite du président Kanou, que Jean-Pierre Bemba, il est un peu la synthèse de tout ça. Les trois, Kasavubu, Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Mais j'aimerais revenir sur Laurent Désiré Kabila pour dire que, pour nos amis ivoiriens, africains, quand Kabila il fait sa rébellion, en fait c'est une rébellion, vous le savez aujourd'hui. En fait, derrière il y avait le Rwanda. Il arrive en 1997, au mois de mai. Un an après, tous les indicateurs étaient au rouge, il passe au vert. Donc, si on dit la rigueur avec Laurent Désiré Kabila, les musées, ce qu'on appelle les musées, c'est un peu ça. C'est son nom, le musée. Le musée, ce qu'on appelle le musée. Mais une fois de plus, le problème de l'Afrique, c'est quand vous êtes nationaliste, parce qu'il était nationaliste, vous êtes un homme mort. Comme Patrice Lumumba. C'est un peu le cas de Patrice Lumumba, c'est un peu le cas de Laurent. Donc quand vous arrivez dans un pays, en Afrique, que vous voulez changer les choses, vous voulez que les gens se prennent en charge, vous êtes un homme. Donc, ils ont commencé à ils ont cherché à les tuer en 98 avec, si on peut dire, la deuxième rébellion, qui celle-là était quand même une vraie rébellion. Et en 2001, il est mort. Donc, Monsieur Emmanuel Kanou, on va continuer notre débat. Donc, vous avez rencontré Gbagbo Laurent à La Haye en prison, en compagnie de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même, vous avez eu des échanges? Oui, effectivement. Nous sommes allés pour visiter le président Jean-Pierre Bemba en prison, comme nous avons l'habitude de le faire, en tant que je suis donc le président du mouvement de Jean-Pierre Bemba. Je suis allé lui rendre visite plusieurs fois déjà, et l'autre fois, quand on est parti, nous avons eu la chance de rencontrer le président Gbagbo, Laurent, qui Jean-Pierre nous a présenté, comme quoi qu'on venait de Lyon, et comme c'était un ancien Lyonnais, il a commencé à dire que oui, mais Lyon c'était mon ancienne ville, et nous, les connaissant déjà avant qu'il soit président, on a échangé, c'était vraiment édifiant, raison pour laquelle, dans le cadre de l'association pour bâtir le Congo, nous avons un projet cette année d'aller lui rendre visite personnellement. Parce que là, c'était un coup de chance de le rencontrer. Mais là, vraiment,
on a un programme arrêté pour aller, un programme arrêté pour cette visite auprès du président. Aller voir un ancien Lyonnais, de la part des Lyonnais. C'est pas extraordinaire. Voilà. Direz-vous. D'accord. Cette réunion d'aujourd'hui a été vraiment enrichissante. On a Ego d'Afrique, qui est représenté par M. Akwembolo, qui est là, et puis M. Kone Emmanuel, tous de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots en quoi consiste votre mouvement? Merci. Ego Africa, c'est le mouvement de tous. En quoi ça consiste? C'est en fait un mouvement d'éveil et de prise de conscience pour l'Afrique qu'on a mis en place. C'est né au lendemain des troubles qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et puis par plusieurs réflexions préalables, il y avait eu une réflexion qui s'était portée sur la Côte d'Ivoire. Pendant un certain moment, on avait discuté entre nous, Africains, et entre nous, Ivoiriens, d'abord. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait, pour pouvoir exister, avoir une assise. Et on s'est rendu compte qu'en étant en Europe, un peu partout, quand on parle des continents, on est le continent oublié dans le langage des politiciens. Et quand on parle de l'Afrique, c'est un peu de manière péjorative. On ne met pas de sérieux en Afrique. Et puis parce que c'est dû au fait que les Africains eux-mêmes ne prennent pas au sérieux leur continent. Alors on s'est dit, pour pouvoir exister, les autres ont fait en sorte de se constituer un lobby. Au-delà des lobbies, ils sont très puissants financièrement, disons, économiquement, alors que ce n'est pas le cas en Afrique. L'Afrique est un continent très riche, mais individuellement, nous sommes tous pauvres. À quoi c'est dû? On a dit qu'il fallait pousser la réflexion très loin, et on a eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui nous ont dit qu'il va falloir mettre en place une association, même pas une association, mais un mouvement qui permet à tous les Africains de venir réfléchir à l'intérieur, de faire en sorte que l'Afrique soit un continent aussi qui fasse parler de lui. Et pour faire parler de soi, qu'est-ce qu'on fait? Il faut agir sur le concept économique. Il faut déjà réfléchir comment ça se fait que les autres sont puissants que nous ne sommes pas. Et je vais mettre la parenthèse, je vais être un peu long quand même, mais il faut quand même que j'explique. Je mets la parenthèse pour dire que nous les Africains, nous sommes ici en France depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Africains qui sont venus combattre, qui sont restés. Il y a d'autres Africains qui sont venus après étudier, qui sont restés. On était les tout premiers, donc on a participé au développement de ce pays-là. Et il se trouve que sur le plan économique, on n'a pas d'assises. Et puis, on est resté là pendant des années. Et dans les années 70, on a eu un phénomène en France ici qu'on appelait les boot people, où on avait venir les Asiatiques. Ils ont commencé à arriver que dans les années 70. Et de les années 70 aux années 80, ils ont réussi à avoir des assises, et des années 90, ils ont réussi à prendre l'économie, et de 90 à 2000, ils se sont économiquement assis. C'est-à-dire que quelque part, nous n'avons pas fait le travail que nous devrions faire pour être reconnus. Et je me rappelle bien qu'aux années 60, lorsque toute l'Afrique rentrait à l'indépendance, tous les pays d'Afrique étaient sur le plan économique plus avancés que les pays d'Asie. Tous, sans exception. Et en l'espace de 20 ans, on est tous devenus des derniers, ils sont tous premiers. Ouais. Ben, ça veut dire que quelque part, économiquement, on n'a pas fait le travail. Et on s'est dit, il va falloir repenser ces choses-là, faire en sorte que la diaspora africaine comprenne qu'il y a quelque chose d'important à faire, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, que les pays d'Afrique ont eu une indépendance, mais verbale. Économiquement, ils n'étaient pas indépendants, parce qu'aucun des pays africains ne développait une monnaie propre à elle. Donc, quelque part, il y a tous ces éléments-là. Donc, dans la poussée de la réflexion, on a dit, Ego Africa serait pratiquement une plateforme qui permettrait à toute l'Afrique de venir. C'est un mouvement qui serait linéaire, ce n'est pas vertical, il n'y a pas d'administration verticale où on écrase une autre personne, mais chacun vient avec sa petite connaissance et il vient bâtir sa pierre. Ego, ça veut dire Ego, moi-même. Ah, moi-même. Ego Africa. Je suis l'Afrique. J'aime l'Afrique. Mon ego Africa. Il faut que chacun développe son ego à l'intérieur de l'Afrique. Et c'est pourquoi on a mis Ego Africa. C'est comme ça que c'est. Merci, Monsieur Ankolo Bolo. On va faire une transition parce que vous parlez de l'Afrique. Nous avons Monsieur Lopoabi qui est en face de nous.
Il fait partie de la résistance africaine en Rhône-Alpes. S'il peut nous parler de son combat et de tout ce que son mouvement représente. Enfin, mon souhait, quoi. Comme je vous ai dit au début que je n'appartiens à aucun parti politique, et que moi je suis dans la résistance, et que, bon, mon souhait est que l'Afrique soit unie. Parce que, bon, les présidents actuels africains vendent notre continent. Donc, il nous faut des présidents africains nationalistes pour qu'on sorte du joug occidental. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Si on ne s'entend pas pour combattre le mal qui nous ronge, on sera toujours à la portée des Occidentaux. Donc, il faut qu'on cherche la solution. Alors, on vous entend parler, on va dire qu'il n'y a pas de personnalité africaine, parce que si l'Afrique ne s'en sort pas, parce qu'on n'a pas de personnalité. Est-ce qu'il y a des personnalités politiques sur lesquelles l'Afrique peut s'appuyer? Non, non, pour moi, je ne vois pas. Parce que là, c'est on peut dire c'est les pions qui sont là, ils travaillent pour l'Occident. Même le modèle, un modèle africain. On n'a pas de modèle africain, de président africain. Si, il y en a, mais on les empêche. Kadhafi. Les Kadhafi, les Kadhafi, Kwame Nkrumah, Sékou, des gens comme ça, mais hélas, on ne les a pas encore. Mais comment faire pour les avoir? On les détruit, voilà. On les assassine. Voilà. On pense du président africain actuel. Il faut que ce président d'abord. Moi, je m'appelle Rachel Alako. Aujourd'hui, ce qui me fait mal aujourd'hui par rapport à notre président, ce n'est pas l'intervention militaire qui arrange les choses en Afrique. On peut s'asseoir, s'il y a un problème qui se passe mal, on peut s'asseoir, discuter, mais à chaque fois, il faut intervenir militairement. Ça n'arrange pas les choses. Parce qu'il faut traumatiser les enfants, le peuple, et ça n'aboutit à rien. Donc, moi, je veux que c'est le dialogue qui est important, pas l'intervention militaire qui va arranger les choses, quoi. Est-ce que vous pensez que nos présidents africains ont les mains libres ou les mains liées? Non, même s'ils ont les mains liées, mais ils aussi peuvent réfléchir. En passant son peuple, il ne peut pas intervenir militairement. C'est parce qu'ils ne pensent pas au peuple, voilà. Les gens qui vont intervenir, les balles, là, ça ne tue pas. Donc voilà, quoi, c'est pas ça la solution. Et si c'est comme ça, l'Afrique n'avancera pas. D'accord. On a M. Koné Emmanuel qui est à l'extrême gauche. Monsieur Koné Emmanuel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du débat qui s'est passé ce soir? Je pense qu'il appartient aux Africains, si on veut remédier à la situation, de se mettre en commun les intelligences afin de fournir une réponse qui soit même afin de nous prendre en charge. Dans cette perspective-là, je pense que le mouvement Ego Africa, je vais revenir là-dessus, le mouvement Ego Africa dans lequel je suis membre, tout à fait membre créateur, membre actif, le mouvement a pour vocation de rassembler tous les Africains d'ici, c'est-à-dire de la diaspora, et ceux qui sont restés à la mère patrie de l'Afrique. Des millions. Voilà. Des milliards bientôt. Plus. Mais il va falloir les rassembler autour d'un certain nombre d'initiatives et de polarités. Donc Ego Africa se veut à la fois un réseau de solidarité, c'est-à-dire que mettre en place des projets au profit des Africains de la diaspora. Par exemple, ceux qui sont à Lyon, ils ont besoin d'un certain nombre si tu veux, d'infrastructures de solidarité. Donc si on se met ensemble, on peut mener à bien ces infrastructures. Donc d'une part, et d'autre part, le réseau Ego Africa aussi, c'est aussi un ensemble d'initiatives économiques. C'est-à-dire que si on veut, souvent on est choqué lorsqu'on entend dire que, par exemple, tel chef d'État ou bien tel acteur a pu donner tel pan entier de l'économie à tel acteur de la scène internationale et puis on n'en est pas trop content. Mais au fond, si les responsables politiques viennent nous voir, mais enfin vous ne voulez pas que je donne, mais quelle est la solution alternative que vous voulez? Je pense que le Forum Ego Africa veut, par les réseaux, par les initiatives économiques, répondre à ces alternatives-là. C'est-à-dire qu'en se mettant ensemble, que ce soit les Ivoiriens, les Congolais, les Béninois, les Zimbabwéens, etc.,
par des mécanismes qu'on aura le temps d'expliquer, en se mettant ensemble, on peut répondre à ces initiatives économiques qui nous permettent de nous approprier cela. C'est de cette façon seulement, peut-être modestement seulement, qu'ensemble on peut se constituer en une sorte de réseau d'influence, de réseau d'action. C'est-à-dire qu'on ne pourra avoir l'influence politique que lorsqu'on a de l'épaisseur économique, etc., etc. Donc c'est ça à peu près l'Ego Africa, et je pense que cette initiative de réunion que je ne connais pas tout à fait, mais qui rassemble les Africains, participe éminemment à cela. Voilà mon point de vue. Quels sont vos réseaux? Les réseaux actuels, parce que Ego Africa, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. On comprend bien que c'est toute l'Afrique. Vous avez une ambition qui est continentale, qui intéresserait beaucoup d'Africains. Quels sont les moyens ou les possibilités que vous avez mis en œuvre pour contacter différentes communautés africaines? Bon, je vais parler sous le contrôle d'Ankoé. S'il y a des éléments qui manquent, il va le répondre. Bon, pour le moment, Ego Africa a une durée de vie d'à peu près 1 an et demi. Alors, donc, nous sommes, pour ainsi dire, dans la phase de sensibilisation, et que dans cette phase de sensibilisation et donc de fédération des personnes, nous avons pensé que c'est pertinent de mener, d'ouvrir, si vous voulez, de sensibiliser les Africains autour de certaines thématiques. La dernière fois, nous avons mené une conférence sur le franc CFA. Je pense que c'est une thématique éminemment importante pour beaucoup d'Africains. Je pense qu'à la faveur des activités de sensibilisation comme les conférences, il s'agit de faire partager, d'éveiller les consciences d'une part, mais aussi de faire partager les difficultés de l'Afrique aux Africains. Donc la première initiative que nous avons menée, c'est cela. Donc Ego Africa en même temps rassemble aussi bien des Béninois. Pour le moment, il n'y a pas exclusivement qu'Africains, mais on est en train de cheminer, ça fait 1 an et demi. Donc nous sommes très heureux de travailler avec les associations sœurs qui sont issues de l'Afrique, mais qui recoupent les Africains. C'est le bouche à oreille, je pense que les gens peuvent... Et puis je vous en ajoute parce qu'on a un site, on est en train de créer un site, on avait déjà créé un site, même qui avait eu un petit problème, donc on le recrée. Mais c'est toujours le Ego Africa, si vous tapez Ego Africa, vous allez le trouver. Ego Africa. .net. Vous voulez rajouter de l'eau au moulin, comme on dit. Voilà, Madame. Voilà, donc je disais juste, c'était juste pour expliquer un peu aux frères là, avant qu'ils n'arrivent qu'on a contacté Emmanuel pour lui faire ça. Capella d'abord. Après Emmanuel. Emmanuel le président. C'était pour que nous travaillions en symbiose. Donc les prochaines fois où ils auront des réunions comme ça de ce genre, justement ils vont s'échanger les coordonnées pour aussi que Ego Africa soit présent, parce que ce serait intéressant que les frères du Cameroun, du Sénégal, du Mali, qui étaient là tout à l'heure, voilà, parce que nous avons la même conviction, je dirais, parce que de toute façon, personne ne me dira aujourd'hui qu'il n'est pas politique. Tout le peuple africain naît systématiquement avec un petit sang de politique. On dit toujours que... On peut rajouter cela dedans, donc moi, suite à ça, travailler ensemble, les frères ne sont pas contre, bien au contraire. Moi, mon mouvement aujourd'hui, les dames n'ont pas pu venir, mais la prochaine fois, on va initier encore. Il y en a déjà 2. Oui, il y a... Non, Rachel, oui, mais lui, il a dit qu'il est de la société civile. On va encore se retrouver pour discuter et puis voir, parce que le but, aujourd'hui, c'était de voir ce que nous pouvons faire, notamment une conférence. Je voulais donc justement dire qu'il faudrait qu'on empiète un tout petit peu sur la conférence commune qui va aboutir sur une marche panafricaine. Voilà, c'était pour ça que j'ai redemandé le micro. Donc l'émission d'aujourd'hui, vous la retrouverez sur les sites de l'Association pour bâtir le Congo. www.associationabctoutattaché.org. Vous trouverez l'intégralité de cette émission de ce soir, et on va les publier aussi sur Facebook. Ceux qui ont le Facebook le trouveront aussi. C'est une dynamique. Nous, la diaspora africaine des Rhône-Alpes, nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer une dynamique pour que le combat puisse continuer.
il y a Emmanuel Capella qui voulait rajouter quelque chose. Moi, je voulais ajouter juste quelque chose par rapport à... Vous avez entendu parler du mouvement des Africains français. Les MAF. Les MAF, oui. Avec notre sœur Calice. On a adhéré. Vous êtes membre? Oui, j'ai même payé. Ah, payé, même payé. On a tous payé. Heureusement, mais il faut payer. 10 €. Donc, moi je dirais que c'est quelque chose de très important. Il faut que... Pardon, c'est le mouvement... Savoir ce qu'est devenu le MAF. Voilà, oui. Je suis curieuse de savoir ce qu'est devenu le MAF. C'est une question très importante, c'est même la question que je voulais poser. C'est un instrument dont nous devons nous approprier. Parce qu'on a parlé, le frère il a parlé de Boat People. Et les Africains ils sont là, nous trois là nous sommes membres. Tous on est membres du MAF. Et depuis les élections présidentielles... Donc on n'entend plus rien. Voilà. Donc, on arrive au terme de notre conférence de presse. Donc on remercie je me remercie moi-même, le présentateur Nico Ndumbi, donc pour cette émission. Et puis savoir que toutes ces images qui vont passer, c'est notre honorable Guilhem Moulele qui les a pris. Donc ça va passer sur notre site avec APC, avec le montage d'Emmanuel Nkano, notre président. Donc voilà. Et Naomi Nkano, qui est notre assistante. Donc on aimerait quand même la remercier parce qu'elle est toujours dans l'ombre. Elle fait beaucoup de choses. Naomi, merci Naomi. Merci Naomi. Merci Naomi. Merci bien, franchement. Chimurenga, Zimbabwe. Beli biso ebele ya makambo mingi mpona mokaba na mboka mabele tika bakoko bana Afrika bokeba mpona moka Afrika liberté mpona moka Afrika Zimbabwe Chimurenga Zimbabwe. Long live Africa. Voilà muka Africa, liberté. Voilà muka Africa, Zimbabwe. Zipanda tozua ekumbeli biso ebele ya makambo mingi